bonsoir. Merci chers amis d'être là ce soir pour cette émission exceptionnelle en direct de la Sorbonne pour les 50 ans de Libé quand même. C'est extraordinaire, vous êtes merveilleux, merci à vous d'être venus si nombreux et si nombreux. Bonsoir à vous sur Twitch qui nous regardez, bonsoir le chat, ça fait trop plaisir de te retrouver. Bonsoir à vous si vous nous écoutez en podcast, bonsoir à celles et à ceux qui nous regardent aussi en replay sur YouTube. Ce soir une émission exceptionnelle chers amis, de Backseat, un live à la Sorbonne, là où tout a commencé il y a 50 ans, mai 68, tout ça, avec Libération, créée en 73. Libération qui a fait un événement toute la journée aujourd'hui et ce soir une émission Backseat spéciale avec Libé, vous allez voir un programme exceptionnel et un programme qui va commencer en beauté, chers amis. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir avec nous dans cette émission Backseat pour la première fois Bilal Hassani qui a accepté notre invitation et qui a accepté de venir nous jouer son morceau New Dimension qui va sortir le 2 juin prochain pour la réédition de son album, de son album Théorème. Bilal Hassani, c'est à toi. Let me see your face. I get tingles all over. I know you discover that tomorrow just won't be the same. Get a little closer. I need help to unwind all the layers to fight it tonight. You're feeling kinda dizzy, don't know what to do. Feeling so ecstatic, I know you get it too. Tonight's not just a party, it's a revolution. I don't wanna know how the story ends, but I won't go down without a fight. Let's fight tonight, can give them the right to forbid us from uniting in a new dimension. New fire, creating the spark that'll light it up so we can feel it burning inside. Whoa, I can see that you're hurting. I want to be with you again, all out. Together we shout, not alone anymore. We're in a new dimension. I start to feel the fire. Oh. You start to feel the fire. Oh. Let's fight tonight. Can give them the right to forbid us from uniting in the new dimension. New fire, creating the fire that'll light it up so we can feel it burning inside. Whoa. I can see that you're hurting. I want to be with you again, all out. Together we shout, not alone anymore. We're in the new dimension. Extraordinaire Bilal Hassani. Viens donc, je t'en supplie. Bilal Hassani qui va me rejoindre sur le plateau pour débuter cette émission. C'était New Dimension. Hop. Vas-y, t'inquiète pas. Bonsoir Bilal, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour ce merveilleux morceau New Dimension que tu viens d'interpréter ici à la Sorbonne. Merci beaucoup. Comment tu vas Bilal ? Ça va, très bien. Ça fait je suis très content d'être ici. Bah ouais, écoute, ça fait super plaisir de t'accueillir. On est aux 50 ans de Libé. Et Libération, je crois que c'est un journal qui a une place un peu particulière dans ton cœur. Oui, c'est un journal que je connais depuis toujours. En fait, il y avait une activité que ma maman adorait faire avec moi et mon grand frère, qui s'appelait la table des savoirs. Et les dimanches, ensemble, on animait un peu des débats. Et elle essayait, on va dire, de nous ouvrir à avoir un esprit critique et à avoir une opinion. Donc, elle aimait bien lancer ces conversations. Et il y avait presque systématiquement plusieurs même Libé qui étaient sur la table, en fait. Donc, je les ai
eu autour de moi depuis tout petit. Il y avait pas mal de numéros qui se baladaient partout dans la maison. Et je crois que Libé avait fait un très beau portrait de toi, la fameuse dernière de couverture de Libé. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai accompli plein de choses dans ma vie, mais c'est le seul truc où j'ai vraiment senti la fierté de mes parents. Ah bah bravo Libé, bravo. Bilal, tu représentes une nouvelle génération. C'est justement le tempo qu'on a voulu donner à cette émission ce soir à Backseat en partenariat avec Libé. On va parler de nouvelle génération, on va en parler avec toi, tu restes avec nous, mais on va aussi en parler avec une personne, une représentante aussi de cette nouvelle génération et qui en parle dans son dernier livre. Je vous demande d'accueillir Salomé Saké. Salut Salomé. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va super. On est très content de t'accueillir aussi sur le plateau de Backseat. Salomé, tu es journaliste. Tu bosses notamment pour Blast, pour France Info aussi. Et tu as sorti ton premier bouquin cette année qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi ». Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. C'est aux éditions Fayot. Et donc, tu as voulu... Fayot. J'ai dit quoi ? Fayot. Ah bah pardon. Je le reprends. Ça commence bien, j'adore. Aux éditions Payot, excuse-moi. C'est un livre dans lequel tu as voulu quoi ? Explorer cette nouvelle génération, le conflit des générations. Tu as voulu faire quoi avec ce livre ? Au début, je voulais avant tout essayer de répondre aux critiques qui étaient adressées aux jeunes et qui sont parfois très virulentes, qu'on entend pas plus tard qu'hier. Rapproche-toi de ton micro, ma Salomé, s'il te plaît. Pas plus tard qu'hier, on entendait ça sur BFM TV, des jeunes qui seraient paresseux, incultes, narcissiques. Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu dans mon entourage, que j'ai entendu dans même la sphère professionnelle. J'en avais un peu marre de ces clichés, j'avais envie d'y répondre avec des statistiques, avec des chiffres, avec des faits, avec un travail académique. Et en fait, au fur et à mesure de l'écriture, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plutôt fini par dresser un portrait de la jeunesse, et pas la jeunesse, mais les jeunesses, parce qu'il y a plusieurs jeunesses, et essayer de comprendre ce qui animait cette génération, la mienne, et celles qui arrivent aussi. Moi, c'est les 18-29 ans, j'ai 28 ans, donc je suis pile dedans. En tout cas, j'ai commencé à l'écrire vers 25 ans, 25-26 ans, donc j'étais en plein dedans, et c'était une manière d'essayer d'expliquer aux plus âgés ce que vivent les jeunes, dans quel contexte ils évoluent, ce qui les préoccupe, ce qui les inquiète, ce qui les anime, quels sont leurs engagements, dans quoi ils se reconnaissent, et d'essayer aussi de faire comprendre aux jeunes quelle est leur époque, de quoi est faite leur génération, parce qu'il y a aussi des jeunes qui eux-mêmes avaient intégré et ont intégré ces clichés qui sont parfois très délétères sur la jeunesse. Parfois, les jeunes eux-mêmes intériorisent un échec, par exemple, en se disant « c'est de ma faute, je suis trop nul », en oubliant les paramètres socio-économiques. Donc l'objectif, c'était vraiment de dresser un panorama de cette génération. Et justement, dans ce panorama, parce que cette génération, Bilal et toi, vous avez presque le même âge, vous appartenez à cette génération, vous seriez capable de mettre des mots sur cette génération ? Est-ce qu'il faut mettre un qualificatif derrière le mot « génération » on est la génération désabusée, génération engagée, etc. Salomé, tu mettrais quoi, toi ? C'est vraiment compliqué en fait de mettre un mot. Encore une fois, je veux pas casser l'ambiance, mais il n'y a pas une jeunesse, il y a vraiment des jeunesses plurielles. Je pense que ce qui rejoint aujourd'hui les jeunes entre eux, c'est le contexte. C'est qu'on évolue tous globalement dans un contexte. Si on parle de l'urgence climatique, ça concerne tous les jeunes. Et tous les jeunes vont être globalement plus exposés aux conséquences du dérèglement climatique et de la perte de la biodiversité que les plus âgés. Ça, c'est quelque chose qui réunit, par exemple, les jeunes. La difficulté des paramètres, je disais, socio-économiques, les difficultés du marché de l'emploi. Alors, il y a des jeunes pour qui ça va très bien, mais globalement, il y a beaucoup de jeunes qui rencontrent des difficultés de ce côté-là, dans beaucoup de sphères professionnelles différentes. Donc, je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui les rejoint. Et ensuite, moi, je dirais que ce qui rassemble beaucoup de jeunes, c'est l'angoisse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment... En fait, j'ai découvert, moi, j'avais parfois un sentiment d'angoisse face à l'époque, avec mon travail en plus sur l'économie, l'écologie, où je me disais, le monde va mal, mais peut-être que c'est juste mon travail. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont inquiets, qui ont du mal à avoir confiance en l'avenir. Et c'est pas une impression, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les études sociologiques, quelque chose qu'on retrouve dans les différents sondages. Et on constate que les jeunes ont davantage peur de l'avenir que les jeunes d'il y a 40 ou 50 ans. Bilal, c'est quelque chose que tu partages, l'idée d'inquiétude, d'angoisse, toi qui nous donne tant d'espoir avec la musique, tu vois. J'essaye, je pense que c'est important avec l'art, en tout cas, d'envoyer des messages d'espoir. Je fais comme je peux, en tout cas, pour apporter ça à mon public qui est majoritairement jeune. Parce que je constate dans les messages que je reçois tous les jours qu'il y a beaucoup d'angoisse. Je la vois, je la vis, moi, personnellement, et je la ressens autour de moi, je la ressens dans mon public. Donc ces moments en musique que j'essaie d'offrir, c'est peut-être des temps d'évasion, mais ça nous libère pas complètement
la dure réalité. Ouais, c'est sûr. Du contexte actuel. Il y a aussi un truc qui vous rapproche tous les deux, c'est l'engagement. En fait, c'est aussi ça. Tu es engagé sur les questions LGBTQI+, tu es engagé, toi, Salomé, pour les questions écologiques. Est-ce que c'est pas aussi ça, quelque chose qui détermine cette jeunesse, génération engagée par la force des choses? Non? Alors, moi, je vais faire un peu Je veux pas mettre trop de précautions, mais quand même, encore une fois, c'est pas tous les jeunes qui sont engagés. Mais là, en fait, c'est là où on répond à un cliché, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont pas moins engagés que les jeunes d'hier. Tu as cité mai 68 en introduction. Bah, t'as vu, ils faisaient des journaux à l'époque. Ils faisaient des journaux. Non, mais c'est quelque chose qu'on va entendre, encore une fois, dans la bouche de certains de nos aînés. Attention, pas tous, pas de généralité, not all boomers, mais quand même, certains nous disent oui, mais moi de mon temps, on s'engageait pour des vraies causes, c'était quelque chose. Et ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que les jeunes ne sont pas moins engagés qu'avant et qu'il y a des nouvelles façons de s'engager, des nouvelles causes aussi sur lesquelles on s'engage, qui sont aussi liées à l'époque. Sur l'écologie, ça en est une. Évidemment, la cause, je dis c'est une cause, mais en fait, c'est l'acceptation de tous les individus. C'est quand même pour qu'ils soient traités de manière égale. Ça ne devrait même pas être une cause. L'écologie non plus. Quand on en parle, l'écologie, c'est la survie de l'humanité. C'est ni plus ni moins ce que c'est. C'est la préservation de l'habitabilité de la planète. Et c'est fou que moi, on me qualifie de journaliste engagé. Moi, je ne me considère pas comme étant particulièrement engagé. Je ne sais pas comment toi, tu te... Artiste engagé? Non, je ne pense pas non plus. Je pense que je suis vraiment juste l'artiste que je suis. Je parle de plein de choses en chanson. Et je sais que mon existence laisse un petit peu entendre qu'elle est engagée, en fait, par elle-même. Mais enfin, moi, elle est ce qu'elle est. Voilà, c'est juste... Elle est ce qu'elle est. Et pourtant, on accole l'idée d'icône aussi, de porte-drapeau que tu ne veux pas être, d'ailleurs, de la communauté LGBTQ+. C'est pas que je veux pas être porte-drapeau. Tu l'as dit dans plusieurs interviews. Oui, non, c'est juste que je me sépare un petit peu de l'idée d'être peut-être responsable surtout quand j'avais 18-19 ans et que je commençais à peine à faire des interviews, c'était quelque chose d'un peu angoissant quand on me disait tu vas être le visage d'un mouvement et tu vas rassembler plusieurs causes et tu en es le visage. Ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu stressant. Se réveiller le matin, j'ai pas trop envie de penser à ça en premier lieu. Mais je connais la place que j'ai et je sais à quel point la représentation est importante et à quel point m'avoir dans des médias, à la télévision, à la radio, ça peut être vraiment hyper bénéfique pour un jeune qui est en train de se chercher et qui comprend enfin ou qui voit enfin quelque chose qu'il aime un petit peu plus que le reste. Et en même temps, ça peut faire de toi aussi la cible d'attaques, et on l'a vu encore récemment. C'est vrai que c'est quelque chose de particulier que tu peux ressentir. C'est pas forcément une cause que tu as choisie, tu n'as choisi de faire rien d'autre que ce que tu aimes faire, en fait, faire de la musique. Oui. Et pourtant, on te renvoie une image, et pourtant, la politique est venue à toi par la pire des manières possibles, aussi par la haine, la colère, le rejet. C'est quelque chose, ça doit te donner une image horrible, d'ailleurs, de la politique, sans doute. Je peux le comprendre. Non, elle n'est pas horrible, mon image de la politique. Non. Je ne pense pas qu'on peut avoir une image positive de la politique non plus, mais Non, t'as pas tort, je te l'accorde. Pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je n'étais pas complètement enfermé dans une bulle rose avant d'être exposé. Je savais... pré-exposition que j'allais être confronté à autant de critiques. Je savais, j'avais même imaginé que ça allait être pire en réalité. Donc je me suis bien armé avant d'aller parler, on va dire, aux médias parce que j'allais être le représentant de la France à l'Eurovision en 2019. C'est quelque chose qui est assez fort en termes de message. Tu deviens le visage de ton pays en étant Bilal Hassani avec ta perruque et tout. Je savais ce que ça allait engendrer, mais ça m'a pas empêché de le faire parce que je savais à quel point c'était important, et pour moi et pour beaucoup de personnes. Tu as commencé sur YouTube, Bilal. Tu as commencé sur YouTube. Toi, Salomé, tu parles d'Internet dans ton livre « Sois jeune et tais-toi » et tu en parles comme d'un refuge pour beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de ça? Mais je pense que c'est une des grandes sources d'incompréhension entre les générations. C'est que souvent, on va avoir des parents, des grands-parents qui ne comprennent pas. D'ailleurs, des grands-parents ou des parents même qui utilisent eux-mêmes Internet, mais qui n'ont pas les mêmes pratiques. Et effectivement, Internet a permis de développer des émissions comme celle-ci, justement, qui ont un public qui est principalement jeune, qui a développé ses propres codes, ses propres références, et qui souvent va se heurter au mépris d'une partie des générations précédentes, tout simplement parce qu'elles ne saisissent pas ces codes, elles ne saisissent pas ces centres d'intérêt. J'ai essayé de montrer que Internet, c'était un piège aussi.
sur certains aspects. Ça pouvait être un trou noir pour certains jeunes, ça pouvait vraiment être la source de souffrance. On peut penser d'ailleurs au harcèlement en ligne, on peut penser à énormément de choses. Et en même temps, c'est aussi un refuge, c'est aussi une plateforme, c'est aussi un endroit où on peut rêver, notamment sur différents réseaux sociaux, où on peut se projeter, voire où on peut développer des carrières, en fait, aujourd'hui. Même pour certains jeunes. J'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit sur l'engagement des jeunes. Ouais. Moi, j'aimerais souligner, et je le souligne dans le livre, la violence du traitement médiatique qui est réservé aux jeunes qui osent s'engager. La violence. Moi, je trouve qu'il est très violent, ce traitement médiatique. Par exemple. Alors, je pense notamment aux militants écolos, qui pour certains sont quand même jeunes, essaient de créer de nouvelles façons de faire de l'activisme, essaient d'exprimer leur désespoir avant tout. Je pense aux militants qui se sont notamment allongés sur des routes. Je rappelle qu'il y a une co-autrice du GIEC, Julia Steinberger, qui a elle aussi décidé de s'allonger sur une route. Donc c'est quand même l'expression d'un certain désespoir qui est partagé par les scientifiques. Et il y a eu derrière un traitement médiatique, notamment de la part des chaînes d'information en continu, où on a tendance à oublier qu'on parle de personnes de 20 ans qui parfois sont juste effrayées, qui se retrouvent à incarner un engagement médiatique mais qui n'ont pas vraiment pensé avant, qui n'ont pas vraiment choisi, qui essaient juste d'exprimer leur peur, qui essaient juste d'exprimer leurs souhaits, leurs désirs. Et parfois, je trouve que les journalistes, les politiques sont particulièrement virulents avec, encore une fois, des personnes qui ont 17, 18, 20 ans et que ça donne pas envie, en fait, aux autres jeunes d'y aller. Ouais. Quand on voit un jeune qui, courageusement, va s'exposer, essayer d'exprimer des revendications et que derrière, il se prend les foudres des médias, il se prennent des articles que je cite dans le livre. On a des articles entiers qui sont parus, Génération narcissique. Il y a même eu un excellent numéro de la revue Valeurs Actuelles, qu'on embrasse, voilà, qui s'appelle « Quels jeunes allons-nous laisser à notre planète ?» Vraiment, il cloue au pilori des jeunes. Frédéric Bédé va nous laisser, c'est terrible. Non, mais je pense qu'il faut... Parfois, il y a une virulence que je trouve complètement disproportionnée au vu des engagements et au vu surtout de la légitimité, souvent, de ces engagements-là. Toi, quand tu t'es lancé sur YouTube, c'était naturel pour toi, pour notre génération? C'est quelque chose d'assez naturel? C'était pour toucher le plus de monde? C'était aussi parce que tu comprenais les codes d'Internet, que tu as envie que les gens te parlent aussi? C'était pourquoi? Totalement. Moi je suis pas né dans un environnement hyper musical et j'avais pas l'accès peut-être que d'autres ont. J'avais pas de contact, de choses comme ça, donc j'avais essayé d'utiliser le chemin traditionnel pour devenir un artiste. J'ai même participé à une émission de télécrochet et tout. Mais après ça, je me suis rendu compte que ça allait pas se faire pour moi. Et donc, j'ai lancé ma chaîne, mais pas sans vraiment passer plein de nuits blanches à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Mais quand j'y suis allée, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'avais du coup une vision directe de l'évolution de ma carrière et j'ai pu, on va dire, fabriquer toute la mythologie autour de l'artiste que je voulais être, du début jusqu'à la fin. Et ça m'a permis de me former sur plein de choses que je n'aurais pas eu à une autre époque. Je m'enregistrais tout seul, j'enregistrais mes chansons, j'ai appris à mixer grâce à Internet parce que je voyais des vidéos, j'ai appris à produire des chansons aussi, j'ai dû faire du montage, je faisais du graphisme parce que j'avais mes miniatures, des choses comme ça. Et donc j'ai appris à faire tout plein de choses et quand je suis arrivé à l'Eurovision et à toutes ces choses-là, j'étais beaucoup plus armée et je me disais, et c'est pour ça que très rapidement j'ai ouvert mon label pour continuer de faire tout un peu tout seul, quoi. Parce que dans le confort de ma chambre, je pouvais déjà faire beaucoup de choses. Bah, tu vois, quand Libé a été créé en 73, c'était Serge July, l'un des cofondateurs, décrivait justement la culture. Il parlait de cette volonté de faire un journal pour parler. Il parlait d'ailleurs des concerts, en disant il y a des concerts qui réunissent des dizaines de milliers de jeunes à Paris, dont aucun journal français ne parle. Parce que les journaux sont totalement incapables de comprendre cette nouvelle génération, la contre-culture. Toi d'ailleurs, Salomé, tu parles de contre-culture à propos d'Internet. Oui. Est-ce qu'Internet, c'est la contre-culture de la jeunesse aujourd'hui ? Je pense qu'on pourrait dire ça. Enfin, en tout cas, c'est l'analyse que j'ai peut-être à la fin de l'écriture de ce livre. Et c'est vrai qu'il y a vraiment plein de modèles différents qui se développent, y compris en termes d'emploi. Et moi, j'ai un peu la même histoire que toi, à une autre échelle, mais où en fait, je suis arrivée dans le journalisme. Et on ne m'a pas forcément accepté. J'ai essayé de passer par les voies traditionnelles. C'était très, très laborieux, surtout pour pouvoir m'exprimer avec la manière dont je l'entendais, avec ce fameux engagement qu'on m'attribue. Et c'était compliqué. D'ailleurs, j'ai postulé chez Libération. Vous ne m'avez pas prise. J'ai envoyé ma lettre de motivation. Je me permets de le dire maintenant. Ça fait longtemps. C'était pour un stage. C'était difficile. Et Internet, c'était vraiment cet espace où je pouvais faire ce que je voulais,
où globalement, même après, mes employeurs ne regardaient pas trop ce qui se passait, à part si vraiment il y avait des vidéos qui fonctionnaient. Et on pouvait apprendre à tout faire soi-même aussi. À faire, là, pour le coup, c'était vraiment filmer, écrire, monter, tout faire de cette façon-là. Et ça m'a permis, à titre personnel, en tant que journaliste, de développer peut-être une voix un peu différente, une manière de faire un peu différente. Et ça, on le constate dans beaucoup d'autres professions. Il y a plein de jeunes qui essaient un petit peu de contourner les lignes et qui se disent, bon, puisqu'on ne m'accepte pas là, avec la manière traditionnelle, ça permet un ascenseur social. Attention, un ascenseur qui a des limites. Parce qu'aujourd'hui, ça fait rêver. Il y a plein de jeunes qui veulent devenir, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu moi dans mes interviews, ils veulent devenir streamers, ils veulent devenir youtubeurs, ils veulent devenir tiktokers, parce qu'on a l'impression qu'en travaillant beaucoup, tu l'as dit, tu as beaucoup travaillé aussi pour ça, on a l'impression qu'on travaille beaucoup, c'est sûr qu'on va y arriver. Or, ça suffit pas. Il y a aussi un facteur de chance, il y a un facteur d'algorithme, il y a un facteur aussi d'origine sociale, parce qu'il faut avoir le temps de travailler sur Internet, de faire des vidéos, et souvent, il y a des jeunes qui ont tendance à l'oublier et qui vont se mettre corps et âme là-dedans parce qu'ils ont l'impression que c'est plus rentable d'investir dans Internet que de s'investir dans le système scolaire, ce qui dit beaucoup quand même de la faillite aussi de notre système scolaire, et qui vont être déçus, et encore une fois, qui vont avoir l'impression que c'est de leur faute s'ils n'y arrivent pas, alors que c'est pas que, même si c'est aussi, mais c'est pas que du talent, c'est pas que du travail. C'est pour ça vraiment que pour moi, Internet, c'est ce piège et ce refuge, parce que ça permet de faire des choses incroyables à certains jeunes, et en même temps, ça crée aussi de la frustration et de la souffrance. Tu as parlé tout à l'heure, Salomé, des vieux qui méprisent la jeunesse, qui ont un regard sur eux particulièrement paternaliste, méprisant. Tu as parlé aussi des jeunes qui ne comprennent pas les vieux, qui les trouvent complètement à côté de la plaque sur les questions de changement climatique, sur les questions de discrimination, l'impression d'avoir des aliens qui habitent sur notre propre planète, qui percutent rien à ce qui est en train de se passer. Je vais te poser la question cash, est-ce qu'il y a un conflit de génération? Est-ce que c'est la lutte des âges? Encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je pense qu'il y a heureusement des personnes plus âgées qui aident les plus jeunes et des plus jeunes qui ne sont pas du tout spécialement engagés ou qui ne sont pas spécialement contre les plus âgés. Mais clairement, il y a une rupture générationnelle qu'on a d'ailleurs sentie, il me semble, dans cet amphithéâtre, plutôt dans cette journée, quand la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes est venue, a été interpellée par une étudiante sur la question de la réforme des retraites. Et la réponse qui lui a été opposée, j'ai regardé ça juste avant de venir, a été mais écoutez, moi j'ai travaillé 35 ans avant vous et donc vous n'avez pas de leçons à me donner. Et ça, c'est une attitude que je retrouve quand même, je veux dire, jusque dans la bouche de responsables d'État. On retrouve dans la bouche de beaucoup de personnes qui sont plus âgées, qu'on retrouve dans certains dîners de famille, en tout cas que beaucoup de jeunes ressentent. Et en fait, on n'en peut plus d'entendre ces plus âgés qui, parce qu'ils ont plus d'expérience, pensent que notre parole à nous vaut moins, pensent que nous ne valons pas le coup d'être écoutés. Et c'est ce que j'ai essayé de dire avec ce livre, c'est que s'il y a un conflit de génération, nous devons absolument le dépasser. Nous devons absolument écouter les jeunes pour pouvoir aider les jeunes pour à la fin préserver leur avenir, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. C'est-à-dire que là, les décisions politiques qui sont en train d'être prises en matière d'économie, d'écologie, de la manière dont on façonne notre modèle de société, ces décisions vont avoir des conséquences dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et on ne peut pas attendre que nous, les jeunes, qui sommes en minorité démographique aujourd'hui, il faut le rappeler, on ne peut pas attendre d'arriver au pouvoir et de changer les choses parce qu'il sera trop tard. Et là, on a quand même une rupture générationnelle qui est inédite. C'est qu'on peut pas, c'est pas comme, parce que la rupture générationnelle a toujours existé, il y a toujours eu des conflits, mais là, on a besoin de le dépasser. Absolument. Okay. Et en tout cas, c'est vraiment la vision des choses que j'ai. Quand j'entends Salomé nous expliquer ce qu'il faudrait que les vieux fassent avec les jeunes, écouter, respecter, accompagner, aider, j'ai l'impression d'entendre ce que ta mère a fait pour toi, Bilal. C'est ton agent, ta mère. Elle t'a accompagné, elle t'accompagne encore aujourd'hui. C'est tout sauf un conflit de génération, ça? Non, entre ma maman et moi, il n'y en a pas. Mais j'ai beaucoup de chance. J'ai une maman qui est vraiment incroyable. C'est une femme brillante. Déjà qui dès l'enfance, je le disais, je parlais tout à l'heure de la table des savoirs, mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui activait, on va dire, des parties de notre cerveau assez tôt et qui nous a peut-être de manière un peu prémonitoire préparés au contexte dans lequel on est aujourd'hui. Donc oui, je suis extrêmement reconnaissant pour ma maman et aujourd'hui c'est ma collègue du coup, donc c'est très marrant, c'est ma manager et elle est coproductrice dans mon label, donc ça fait toujours oh trop mignon, la maman elle est avec toi, mais du coup ça nous aide parce qu'on peut être un petit peu sanglant dans les affaires quand on vient en binôme maman-fils et du coup on s'en sort plutôt bien à chaque fois, mais c'est très cool de travailler
avec quelqu'un de la famille. Je le conseille pas à tout le monde, par contre. Non, Voilà. mais je pense qu'en tant que génération, on aimerait bien que ta maman soit toute la génération des vieux qu'on a au-dessus de nous. Ce serait peut-être parfait. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir sensibilisé ta maman à certains enjeux ou à certaines choses qui étaient propres à ta génération? Totalement, mais parce que j'avais en face de moi une maman qui m'a, dès tout petit, dès 5-6 ans, on va dire, ouvert la porte pour qu'elle puisse accueillir ce genre de choses-là. Elle a ouvert sa porte, elle s'est dit genre, vas-y, dis-moi, apprends-moi. Donc j'avais pas peur de venir lui parler de causes qui me tenaient à cœur ou de choses que j'avais lues moi perso, parce que je savais qu'elle allait. C'était vraiment agréable de ressentir que 2 jours, 3 jours après, elle allait m'en reparler et me dire qu'elle avait fait des recherches additionnelles, des choses comme ça. Et juste ça, j'étais en train de me dire, elle m'écoute vraiment. Et donc après, je la vois en parler avec ses copines aussi. Et je vois l'impact que ça a sur même les enfants d'amis à ma mère. Donc ça, c'est vraiment le plus cool, l'un des trucs les plus cool que je constate avec. Il y a quelqu'un qui demande... Plus âgé, juste s'il vous plaît, soyez comme la maman. On a besoin de ça. C'est une icône. Justement, à propos d'icône, tu en es une toi aussi, Bilal, pour toute une génération. Mais si, justement, tu as toi-même d'ailleurs dit que tu avais été inspiré par des icônes. Oui. De la musique. On parle de Michael Jackson, Janet Jackson, t'en as beaucoup parlé. T'as conscience d'inspirer des jeunes aujourd'hui ? Peut-être pas à la bonne échelle, je m'en rends pas spécialement compte tout le temps, mais ce que j'aime me rappeler souvent, c'est que je sais que j'aurais aimé avoir une figure qui me ressemble dans ma télé quand j'étais petit. J'aurais eu un petit peu moins peur de m'exposer peut-être, mais je l'ai quand même fait, et aujourd'hui du coup je commence à voir plein de jeunes qui s'expriment beaucoup plus librement, et oui, ça c'est quelque chose qui me rassure beaucoup. Le Cogit sur le chat te demande, est-ce que tu t'auto-censures parfois dans tes œuvres, ou est-ce que tu parles de tout ce que tu veux? Autocensure peut-être un tout petit peu, peut-être que j'ai proposé quelque chose de plus lisse sur mon tout premier opus, mais parce que j'avais 19 ans et j'avais fait beaucoup de télé, et je m'étais dit genre, oh là là, peut-être que si en plus maintenant tu rentres dans certains sujets dans ton album, ça va... Et après je me suis rendu compte que je pouvais parler vraiment de tout, mais je pouvais parler de cette paille-là en fer, et on allait dans tous les cas me poser des questions horribles, donc je me suis dit bon, fais ce que tu veux, écris les chansons que tu veux. Donc maintenant je me censure plus du tout et je dis des choses, je dis ce que je veux dire et je raconte ce que je veux raconter. D'ailleurs il y a une chanson dans l'album Théorème qui s'appelle De la hauteur, qui parle de ce conflit de génération, pas vraiment d'un conflit, mais peut-être du constat qu'il y a une vraie séparation des mentalités et qu'on n'arrive peut-être pas assez à s'entendre, et que on irait plus vite si on pouvait. On écoutera ça avec beaucoup de plaisir, puisqu'il sort vendredi prochain. Oui, l'album De la hauteur est déjà sorti, mais il y a 5 nouveaux titres vendredi. Oui, c'est ça. Il y a 5 nouveaux titres vendredi qu'on écoutera avec grand plaisir. Salomé, où est-ce qu'on va avoir le plaisir de te retrouver, toi? Tu continues à faire la tournée des librairies pour dédicacer ton livre? Oui, je suis à Nantes demain. Et je vais continuer, mais je ne connais pas mes dates par cœur. Je demanderai à Fayot. Elles sont sur mon compte Instagram, donc on peut me retrouver là-bas. Et puis sur le plateau de Blast, bien sûr, où je continue à faire mes émissions. Bon, dernière question, comme vous deux, c'est quand même les 50 ans de Libé. Est-ce qu'il y a des unes de Libé qui vous ont marqué? Ah, c'est une question piège, hein, j'aurais dû vous le demander. J'en ai une, moi. Vas-y, Bilal. Moi, je me rappelle que je trouve qu'en général, les unes qui sont faites pour les décès, en fait, des grandes personnalités, je les trouve toujours assez réussies. Ah, pour les décès, oui. Tu penses à qui? Je pense à celle de David Bowie, parce qu'il me semble que le titre, c'était Les vies et la mort de David Bowie. Je trouvais ça marrant de parler des vies au pluriel pour David Bowie, qui a présenté plein d'identités différentes à chaque album, et voilà, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup, et j'avais trouvé cette une très belle une, je suis d'accord avec toi. Ouais. Salomé? Et moi j'en ai peu qui me viennent en tête, et donc je comprends pourquoi j'ai pas été embauchée en fait. Elle est pas que c'est tout s'explique. Je sais pas, c'était pas bonne. Non, si. Là, récemment, moi, j'ai trouvé intéressant qu'il fasse justement une avec le visage de Camille Etienne, qui est une jeune, qui est une militante, qui est engagée, à qui ils ont laissé la part belle, et je trouvais ça très intéressant. Bon, on peut remontrer du coup la une de ton livre, Sois jeune et tais-toi, aux éditions Payot, qu'on retrouve dans toutes les bonnes... En plus, il paraît qu'il est en rupture de stock en ce moment.
Oui, bah je suis un peu triste. Voilà. Donc vous pouvez pas l'acheter, mais il est sympa, vous devriez le lire. C'est vachement bien. Non, là ça y est, c'est bon, il est plus en rupture de stock. Il est plus en rupture de stock. C'est tout bon, vous pouvez l'acheter et l'offrir à tous les boomers de votre entourage. Non, plus sérieusement, c'est vraiment un livre que j'ai pensé comme un outil de dialogue intergénérationnel. J'espère qu'il sera posé au milieu de la table des dîners de Noël. Trop bien. Merci beaucoup à vous deux.